Je pense qu'on va pouvoir lancer notre 13e Innovation Night. Donc, on vous accueille ce soir sur le thème de l'aide à la décision en supply, logistique et transport. D'abord, quelques petits détails opérationnels pour la soirée. On fait l'introduction à partir de 18h45, on est à peu près bon sur le temps. Marion introduira le sujet. On laissera 5 minutes chacun à nos intervenantes pour se présenter leurs solutions pour que, voilà, que vous les connaissiez un peu mieux avant de commencer la table ronde. Ensuite, on a 50 minutes, une heure de table ronde Q&A avant de conclure et puis ensuite de passer au cocktail pour continuer la soirée. Globalement, d'abord, merci à vous trois d'être là. On a aujourd'hui Johan qui représente Vecchia, Léopold pour Alki et Laure pour Shiftify. Donc merci beaucoup de votre présence ce soir. Je vous laisserai détailler vous-même vos solutions par la suite. On a aujourd'hui rapidement pourquoi on fait nous ces événements. L'idée pour nous, Findel Cabinet de Conseil, c'était vraiment de construire cet écosystème d'acteurs innovants autour de nos métiers. On ne veut pas rester un cabinet de conseil qui utilise des méthodologies de il y a 20, 30 ans. Et du coup, c'est important pour nous de rester à l'aune des innovations de nos métiers et aussi de faire monter nos consultants ici présents en compétences sur ces sujets. À terme, bien sûr, l'idée de cet écosystème, c'est de devenir force de proposition pour nos clients communs et du coup de pouvoir voilà, proposer ensemble des solutions à ces clients. Qui on est rapidement, on s'est remis une slide, mais je pense que si vous êtes là, tout le monde nous connaît. Findel, on est un cabinet de conseil qui accompagne les transformations métiers et digitales des acteurs de la distribution. Je voulais remercier encore nos 5 associés de rendre possible ces moments-là ce soir. Et remercier aussi Marion, du coup, qui sera votre speaker pour ce soir autour des sujets d'aide à la décision, supply, logistique et transport. Merci à tous. En introduction au thème, donc ce soir, on parle d'aide à la décision en supply, logistique et transport. On a retrouvé notre bon vieux schéma qu'on a peut-être vu sur les bancs d'école. C'était quoi la supply chain? C'est des fournisseurs, un entrepôt qui livre des clients. C'est une version un peu simplifiée. On a pris l'exemple de la supply chain linéaire, évidemment. Les solutions qu'on va voir ce soir s'appliquent aussi à de la circularité et à d'autres modèles. Mais pour la simplicité du schéma, on a préféré se baser là-dessus. On a dans un sens les plus physiques de produits, dans l'autre sens, les plus d'informations. Concrètement, quand on parle d'aide à la décision, de quoi parle-t-on? On a une supply chain avec des enjeux de plus en plus complexes et des enjeux de pilotage de plus en plus complexes. Et des prises de décision qui sont à la fois fréquentes, urgentes, avec des impacts importants. Là-dessus, on a des outils d'aide à la décision qui évoluent et les attentes sur les outils d'aide à la décision qui évoluent également. On attend des choses qui soient de plus en plus contextualisées et des recommandations de l'accompagnement à la priorisation. C'est un peu un mot que tout le monde a à la bouche en ce moment, mais là-dessus, l'IA pose des questions, soulève des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut venir aider ce domaine en particulier, à la fois la partie IA prédictive et la partie IA générative? On le verra en partie tout à l'heure avec ce que vous proposez concrètement. Et donc, tout un lot de promesses qui vient avec ça en termes d'accélération, d'automatisation, de faire mieux, etc. Là-dessus, on a bien en tête qu'il y a des prérequis qui sont associés, à la fois autour de toute la partie gestion de la donnée, qualité et disponibilité de la donnée. On a aussi un sujet autour de l'explicabilité pour les utilisateurs de ces outils-là. Et enfin, la partie accessibilité, acceptabilité et adoption des outils. Donc là-dessus, on a la chance de bénéficier ce soir de la vision de 3 experts dans leur domaine qui vont pouvoir nous en apprendre plus et nous aiguiller pour essayer de répondre un peu à la question de finalement,
comment déceler les effets d'annonce de ce qui va véritablement demain être des objets de discussion ou d'amélioration des outils que l'on peut connaître aujourd'hui dans le monde de la supply. Et donc, les trois solutions que l'on a avec nous ce soir, on a Vecchia, qui, si on prend notre schéma de la supply, est vraiment sur la chaîne qui permet de remonter en termes d'information, donc de remonter de nos clients vers l'entrepôt et de notre entrepôt vers nos fournisseurs. Donc, sur un sujet de prévision et de proposition de passage de commande. Nous avons Alpi, représenté par Leopold, sur le sujet des plans de capacité assistés par l'IA. Donc là, vraiment équilibre charge-capacité au sein de l'entrepôt. Et enfin, nous avons Shiptify avec Laure, qui se positionne vraiment sur la partie transport des produits. Et on le verra, hein, il y a deux briques en réalité, une partie pour optimiser la partie transport avec un outil TMS, et une partie aussi pour la prise de rendez-vous au niveau des quais. Ça, c'était juste pour vous introduire. Maintenant, je vais vous laisser, puisque vous êtes bien plus apte que moi pour le faire, je vais vous laisser chacun présenter vos solutions en 5 minutes à peu près, si vous le voulez bien. Et évidemment, si vous avez des questions à la fois ici présent et à la fois à distance, c'est avec plaisir pour nos interlocuteurs. Je ne sais pas si ça va aller. Pour ma part, Yoann Robert, je suis directeur de la relation client chez Vecchia et je suis également chercheur au l'Université de Cardiff pour notre activité. Vecchia, on est éditeur logiciel, donc une solution qui a un APS, donc on est sur la gestion des stocks. Là. On est lillois, on est une entreprise qui a 16 ans aujourd'hui, issue du monde de la recherche, avec toujours une ADN assez forte et très connectée au monde académique. Et ce qu'on s'efforce de faire, c'est un peu de révolutionner la performance de la supply chain de nos clients. Pourquoi une énième solution de type APS? Parce que les solutions d'APS, il y en a plein sur le marché. Et depuis 16 ans, il y en a encore plein qui se sont créés. Donc, pourquoi en rajouter une sur le DAM? Parce que de un, les enjeux business liés à la gestion des stocks sont juste colossaux pour les entreprises. Et pas que dans le retail, en particulier dans le retail, mais pas que là. Et de deux, parce que malheureusement, les pratiques mises en place dans les solutions qui existent sur le marché sont pour le moins datées. C'est des approches qui datent il y a plusieurs décennies et qui sont plus nécessairement adaptées à la complexité de ce qu'on vit et aux capacités que la technologie offre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'adresse à ça. Aujourd'hui, en fait, les solutions du marché, si je peux tacler un petit peu et être un peu méchant, elles passent totalement à côté du rôle d'une supply chain. Le rôle de la supply, c'est de délivrer la promesse client et de le faire de façon profitable. Et les décisions qui sont prises au quotidien de passer des commandes, c'est pas des décisions qui impactent que les stocks, c'est des décisions systémiques. Je décide de commander auprès de mon fournisseur de palettes, ça va mettre en musique les transports, les opérations d'entrepôt, réception, contrôle qualité, l'administratif, la gestion des factures, des litiges, ça va mettre en musique également, évidemment, toute la partie commerce, parce que c'est ce on en a besoin pour avoir l'activité, et même évidemment l'aspect financier, parce qu'on va investir dans ce stock, et cet argent, on ne peut pas l'investir ailleurs pour l'instant. Donc au final, d'une décision qui est prise par une équipe qui se focalise exclusivement sur les stocks, découlent des impacts sur tous les silos de l'entreprise. Et aujourd'hui, ça, c'est totalement laissé de côté. Et même sur l'aspect gestion des stocks, où là, les APS sont censés être super bons, ben, ils le font exclusivement sur un regard où ils se focalisent sur des objectifs de taux de service, éventuellement valeur de stock, mais encore pas que, en délaissant la plupart du temps vraiment les aspects financiers et économiques liés à ces stocks. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de tacler. On peut utiliser de la techno pour faire ça, mais ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de casser un peu le process, parce que c'est le process qui est en cause. C'est le process qui aujourd'hui est limitant. Donc on n'essaie pas de faire que la roue, l'approvisionneur, il tourne plus vite dans sa roue, on ne la motorise pas, c'est pas ça qu'on cherche à faire. On casse le système et on propose quelque chose qui va permettre d'aller chercher cette rentabilité, cette profitabilité. Et ça, on le fait avec 3 approches. On ne nie pas le fait que le futur est incertain. Au contraire, on accepte et on embrasse cette incertitude et on vient vraiment la matérialiser. On utilise un type de prévision particulier qui s'appelle une prévision probabiliste. On vient non pas avoir une prévision, mais une centaine de prévisions, une centaine de scénarios possibles dans nos décisions. Ça, je pense qu'on en parlera un peu après, mais c'est sine qua non si on veut
faire de la décision un peu éclairée, peser les pour, les contre, les risques, les opportunités. Le deuxième point, c'est qu'on a ce regard économique et bout en bout de la supply. Et le troisième point, c'est le rôle qu'on donne aux approvisionneurs, alors ça, je pense que tout le monde aujourd'hui le dit, hein, travaille par exception, on soulage l'approvisionneur de toutes les tâches lambda du quotidien, et puis on aide à se concentrer là où ça a vraiment de la valeur. Peut-être notre différence, c'est la façon dont on définit là où ça a vraiment de la valeur. Et on le fait notamment, encore une fois, avec ce regard économique. Est-ce qu'il y a un risque? Et est-ce que ce risque est associé à un coût économique pour l'entreprise? Si oui, j'ai besoin de l'humain. On ne cherche pas à remplacer l'humain par une machine. Par contre, partout ailleurs, s'il y a peu de risques ou si le risque représente 5 euros, honnêtement, on ne lit même pas la commande, c'est automatique. C'est vraiment le prisme qu'on a sur l'action. On fait ça dans plein d'univers, mais essentiellement dans le retail et dans la gestion de la pièce détachée. C'est les deux domaines. Les impacts sont, comme tout APS, moins de stock, plus de valeur. Mais comme on a assez d'impact sur la profitabilité, peut-être ce qui est le plus impactant, c'est sur la marge opérationnelle que génèrent nos clients. Et en règle générale, là, on change vraiment de monde. Quand on optimise les décisions pour qu'elles génèrent plus de marge, il s'avère qu'elles génèrent plus de marge. Et au final, on a en règle générale, c'est ce qu'on a pu démontrer dans une conférence internationale l'été dernier, de 1 à 2% de plus de marge opérationnelle, ce qui est juste énorme quand même. Voilà, grosso modo, les thèmes qu'adresse VK. Avant de passer la main, est-ce que vous avez déjà des questions ou ça pourra bien plus tard? Ok. Merci. Donc, merci d'être là, merci de nous inviter. Donc, Alki, nous, notre univers, c'est celui de l'entrepôt. Nos clients sont des entrepôts logistiques, donc soit opérés par des prestataires logistiques, soit par des acteurs de la grande distribution ou de la distribution spécialisée. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? En fait, on les aide dans leur plan de capacité. Donc, les plans de capacité, c'est quoi? C'est la planification, en particulier la planification de ressources humaines. Et tout ça, c'est assisté par intelligence artificielle. En fait, on est parti de deux constats. Le premier constat, c'est que, en fait, l'équilibre entre la charge de travail et la capacité de travail dans l'entrepôt, c'est vraiment la clé de voûte. Et ça, c'est simple à comprendre parce que c'est ça qui va déterminer, en fait, la rentabilité du site. Parce que si les entrepôts sont surstaffés, ben, en fait, ils perdent de l'argent, donc ils mettent toute l'organisation à risque dans la mesure où il y a beaucoup de main-d'œuvre dans l'entrepôt et il y a des toutes petites marges. Et c'est également ce qui va driver le taux de service. Parce que si l'entrepôt est sous-staffé, et bien en fait, il n'est pas en mesure de livrer ses clients à l'heure. Et donc, ça représente un risque important également. C'est également ce qui va driver le bien-être des employés, parce qu'il faut qu'il y ait le bon niveau de tension dans l'entrepôt. Si les équipes n'ont pas assez de tension, en fait, elles perdent en productivité. Et au contraire, si elles sont en surtension, bah, évidemment, elles se fatiguent, voire elles se blessent, etc. Donc, cet équilibre entre charge-capacité, il est hyper important. Et pourtant, aujourd'hui, il est géré par Excel. Et le problème d'Excel, d'abord, c'est que c'est limité comme outil. Et ensuite, c'est un outil qui est manuel. Et le fait qu'il soit manuel, bah, en fait, porte différents risques. Celui de faire des erreurs de saisie, celui de perdre du temps. Et enfin, c'est un outil qui est propriétaire, c'est-à-dire que lorsque la personne qui a fait le fichier Excel change, et je suis sûr que vous en avez eu l'expérience dans votre job respectif, change de poste ou quitte l'organisation, et bien en fait, il faut tout reprendre depuis le début, et il n'y a rien de pire que de se foutre dans le fichier Excel d'un quelqu'un d'autre. Aussi bien conçu soit-il d'ailleurs, c'est plus facile. Ok, donc face à ce nouveau constat, en fait, nous, on a mis en place une solution qui est assez simple à comprendre. Elle fait trois choses. Elle permet au client d'estimer la charge de travail, donc combien de commandes je vais avoir à traiter la semaine prochaine, disons. Elle permet de mesurer la productivité. Combien de temps ça me prend pour expédier une commande, 1000 commandes. Et bien, quand on a ces deux données-là, ça permet de faire la troisième chose, qui est de dimensionner mes équipes. Donc, j'aurais besoin de 100 personnes ou de 120 personnes. Et il faut que je les alloue de telle et telle façon pour que les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. En termes d'usage, on dit qu'Alki est une solution de plan de capacité assistée par IA parce qu'en fait, il faut voir notre solution comme une nouvelle personne dans la pièce. On ne remplace pas de manager, on est là pour accompagner les managers. Donc Alki, c'est une nouvelle personne autour de la table
cette personne-là, elle a un mot à dire, et ce mot, c'est celui de faire parler la donnée, en fait. Et alors, pourquoi? Bon, j'ai parlé d'Excel pas mal tout à l'heure. Effectivement, pour automatiser ces processus-là qui sont à risque, les automatiser, c'est-à-dire les pérenniser et gagner du temps, et surtout pour avoir une meilleure gestion donc du travail, c'est-à-dire des heures supplémentaires et de l'intérim. On est d'ailleurs partenaire avec Manpower qui distribue notre solution auprès de ses clients. Voilà quelques-uns de nos partenaires. Et puis, je laisse la parole à Laure. Merci beaucoup. Eh ben, merci de nous accueillir. Shiptify, donc Shiptify, on est éditeur de logiciels et on vient aider en fait nos clients, alors qui sont soit, on va dire, on a deux offres distinctes, donc soit des chargeurs, industriels, distributeurs, ou des acteurs du transport et de la logistique, à finalement digitaliser des opérations qui pendant longtemps et encore aujourd'hui étaient gérées par téléphone, par mail, et même il y a quelques années encore par fax dans le monde du transport. On en trouve encore. Les associés et les cofondateurs ont fait le constat, en fait, il y a 9 ans, qu'ils étaient eux-mêmes logisticiens et travaillaient dans des organisations logistiques et qu'il y avait un vrai besoin de temps réel. On voyait les choses énormément évoluer au sein de la supply et qu'on avait besoin de simple pour venir finalement aider les organisations à prendre des décisions et notamment à prendre des décisions dans le monde du transport. Et ils ont fait le choix de monter finalement un TMS chargeur, donc qui s'adresse à des organisations soit industrielles, soit distributeurs, pour venir les aider à remplacer, quand on affrète du transport, tous les mails qui pouvaient être utilisés dans ces organisations-là, pour venir finalement accélérer les prises de décision, pour également augmenter la productivité des équipes. Le fait de digitaliser et consolider toute la data au sein d'un même outil permet également derrière d'avoir des analyses, notamment des analyses achats quand on parle d'achat de prestations de transport. Ça permet également d'augmenter finalement la qualité de service qu'ils offrent à leurs clients. Et également, on va le voir aussi un peu plus tard dans l'intervention, on voit qu'il y a aussi des impacts et des bénéfices finalement environnementaux. Donc, c'est vraiment l'idée finalement de cette solution TMS, c'était d'avoir un outil simple, facile à prendre en main. C'est vraiment les deux vecteurs, mais riche également fonctionnellement. Là, vous le voyez, on intervient vraiment sur des sujets plutôt d'exécution, de planification pour venir simplifier le quotidien, digitaliser et finalement disposer, nos clients disposent de leurs données dans une solution. Alors, on a des modules de KPI qu'on fournit, mais on est une solution avec des API en entrée-sortie sur lequel, en fait, on peut venir extraire de la donnée et la renvoyer dans différents systèmes pour venir justement créer de l'analyse et apporter des décisions un peu plus stratégiques. Et en parallèle de cette solution, la société on a construit finalement une solution de prise de rendez-vous en entrepôt, parce que finalement, dans les échanges qu'on pouvait avoir avec les organisations, on s'était rendu compte qu'il y avait encore une fois beaucoup de téléphones, beaucoup de mails, et le constat qu'on faisait, c'est quand on arrivait sur les plateformes, des files d'attente, des véhicules qui attendaient. Donc là, l'idée, c'était vraiment de venir dire comment j'arrive à simplifier le Doctolib de l'entrepôt, cette prise de rendez-vous, avec cette solution aujourd'hui qu'on adresse et qu'on vend soit aux chargeurs, des entrepôts industriels, distributeurs, mais également tous les acteurs du transport et de la logistique qui sont justement intéressés. Et on se rend compte que finalement, le fait d'être positionné sur à la fois ce TMS et cette partie prise de rendez-vous, on crée des connexions. Et l'idée, c'était vraiment de venir apporter finalement à l'ensemble des acteurs de la chaîne sur ce flux de transport des solutions qui permettent de simplifier leur quotidien et d'aller optimiser toutes les opérations. C'est des entreprises aujourd'hui, on a à la fois des petites structures, parce que c'est simple, c'est facile à prendre en main, mais également des grosses références, parce qu'on est d'un point de vue fonctionnel, également, on va assez loin finalement dans l'offre qu'on peut proposer. Et on est une solution finalement qui vient s'adapter aussi bien à des petites organisations qu'à des grosses organisations. Dans un monde où, quand on parle de TMS, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu-là, et souvent, en fait, quand on dit on
on parle des nos confrères éditeurs MS. Moi, j'avais souvent entendu parler de projets qui étaient longs, fastidieux, chers. Et là, c'est vraiment le contre-pied. C'est justement de proposer une solution simple et facile. C'est vraiment l'idée. Et la preuve, c'est qu'on a des clients qu'on arrive à onboarder. On verra, mais en quelques semaines, en une semaine, on est capable, ces solutions plug and play, de venir finalement embarquer et installer des clients sur cette solution et qui apportent finalement dès le premier mois de la valeur au sein des organisations. Merci. Il y a vraiment des questions, on peut Chaque fois, c'est un événement interactif. N'oubliez pas de poser des questions. J'en ai plusieurs, mais je vais poser déjà la première. Léopold, c'est ça? Ouais. Hyper intéressant ce que tu as présenté. Une des difficultés que je perçois dans la planification de tes capacités, c'est l'évolution capacitaire au fil de ta semaine. Tu sais que je parle le lundi, tu vas avoir besoin de 80 personnes, le mardi 83, le mercredi 78, etc. Et la difficulté, c'est de trouver le bon niveau de ce que je dois internaliser et le bon niveau d'intérim. Et le deuxième niveau de difficulté, c'est de se dire que je ne peux pas fonctionner en mode toi, je te prends lundi, toi, je te prends mardi, par contre, je ne te prends pas mercredi, je te prends jeudi. Comment vous aidez cette partie ou comment vous aidez la prise de décision de ça, d'identifier le bon niveau d'intérim, de se dire finalement, cette semaine, je dois en prendre 2, la semaine prochaine, je vais plutôt me projeter à 5, et la semaine d'après, plutôt mais d'être un modèle qui est aussi acceptable pour les boîtes d'intérim qui viennent suppléer à des besoins de CDI. Quoi. Ouais. Rapidement, juste pour dire ce que tu fais. Ouais. Moi, je suis un associé. Je suis un des associés du cabinet. Ok, donc il y a plusieurs réponses, je pense. Nous, on est forcément limité par les leviers de flexibilité de nos clients. Okay, notre promesse, c'est de leur donner le plan optimal. La mise en œuvre, elle est sujet à une certaine inertie, telle que tu décrivais tout à l'heure, par leur capacité à commander de l'intérim ou bien au contraire de libérer du personnel, etc. Bon. Cela étant dit, quand tu rentres dans le système différentes règles, notamment les règles légales qui te permettent d'avoir de l'intérim, enfin de libérer du personnel après 48 heures par exemple, mais parfois ça change selon les entreprises et les contrats. En fait, et d'autres règles, comme le coût par exemple, d'une heure supplémentaire par rapport au coût d'une heure d'intérim. Eh bien, tu aides le client à prendre la décision optimale. Donc, plus on a de contraintes, et plus le client a la garantie de prendre la meilleure décision. Cette projection, on va travailler à la semaine. Enfin, comment est-ce que ça se... Aujourd'hui, tu vois, ton client demain avec votre outil, comment est-ce qu'il travaille? Il fait son plan à la semaine et au mois à venir et comment est-ce que ça se fait? Sur 6 semaines. D'accord. Voilà, au départ, c'était 3, et je suis 6. Et ceci a une maille quotidienne. D'accord. Voilà. Donc, on aide nos clients à gérer leurs ETP quotidiennement. D'accord. Parce que tu vois, je fais le parallèle avec la planification tactique dans le transport, tu vois, qui se dit, tiens, je regarde à 3 mois, à 6 mois, en fait, comment est-ce que je dois m'organiser avec mes partenaires transport pour rajouter des flottes autour du mois de décembre, bien fonctionner de manière cohérente avec mon partenaire transport sur des mois un peu plus creux pour que lui aussi il trouve son bénéfice. Et donc, c'est ça, je voyais le parallèle et je me posais la question justement de cette temporalité par rapport au partenariat d'intérim qu'on peut avoir avec une boîte et la flexibilité, mais pas à n'importe quel prix pour le partenaire d'intérim, de se dire tiens, j'ai une base quand même un peu fixe de travail avec laquelle je peux bosser. Quoi. Ouais, effectivement, on distingue la base fixe et la base la part variable. L'intérêt de notre partenariat avec Manpower, c'est qu'en fait, on s'est aperçu que souvent, Manpower était face au fait, devant le fait accompli, avant Noël, typiquement, tu vois, il y a quelques personnes qui l'appellent en disant tout le monde, machin. En fait, nous, on donne accès aux prévisions de clients à Manpower, en marge de ce partenariat, parce que eux, ça leur permet d'anticiper le besoin des clients sans qu'ils aient forcément à leur demander. Donc, eux, en fait, ils vont sourcer du personnel parce qu'ils ont l'information en même temps que leurs clients, grâce à l'acquis. S'il y a d'autres questions, je vais
Oui, bien. Je veux bien continuer. Tu parlais, excuse-moi, j'ai oublié Laure, tu parlais d'interopérabilité avec les transporteurs, tu vois, sur la partie API. C'est ça que vous mettez en avant dans le fait que, justement, ton transporteur, il n'est pas N système dans lequel il doit se sourcer et dans lequel il a envoyé des informations et que ça vient bien s'intégrer dans ces systèmes pour que lui puisse gérer aussi sa base de transporteurs, sa base de chauffeurs dans un seul élément et qu'il puisse communiquer de manière transparente, que ce soit pour, je ne sais plus lesquels, il y avait Yoplait, il y avait Agendas, mais dans son propre système. Alors, c'est une très bonne question. En fait, on va avoir plusieurs réponses à ce niveau-là. La promesse de l'outil, quand on dit que c'est simple à mettre en œuvre, c'est plug and play. Ouais. Donc, à la fois, c'est indépendant d'un écosystème client, mais potentiellement aussi indépendant d'un écosystème, d'un système d'un transporteur. C'est-à-dire que le transporteur, lui, il va avoir son compte à lui chez Tipal, dans lequel il va recevoir potentiellement soit ses transports, soit toutes ses demandes de cotation. Et en fait, au départ, la promesse était de dire ce travail-là, aujourd'hui, est géré par mail. Donc, quand on est un exploitant, on reçoit exactement X mails par jour. Et pour pouvoir répondre le plus rapidement et potentiellement récupérer du fret, il faut que ce soit super rapide. Tu dois décoder le mail, point de départ, point d'arrivée, est-ce que j'ai toutes les infos? Et là, quelque part, pour lui, c'est la garantie d'avoir déjà, sur un premier step, tous ces éléments qui sont déjà formatés, où lui, en un clin d'œil, du coup, il connaît l'interface et il a gérer tous ces éléments-là. Donc ça, c'est le premier niveau finalement de service qu'on offre. Et ensuite, on a bien sûr aussi créé une API pour pouvoir connecter, finalement que le transporteur vienne se connecter à notre solution. Donc là, on a aujourd'hui, typiquement dans nos clients, des gens qui ont de l'affrètement sur du lot complexe, du lot partiel, où là, en général, ils ont plutôt tendance à utiliser notre interface. On a certains gros clients, et pour également avoir en temps réel, potentiellement, tous les remontées de points de tracking, la preuve de livraison, tous ces éléments-là remontent en automatique et on a des clients qui demandent à leur transporteur de venir se connecter et donc tout est échangé en automatique. Et également, dans le cadre, je dirais, toute l'activité de messagerie ou d'express, là, à partir du moment où on doit éditer de l'étiquette, on est systématiquement connecté à des FedEx, des UPS, des acteurs de la messagerie. Donc, ça dépend vraiment, finalement, de la typologie de fret et également, on va sentir de la volonté du transporteur à un moment. Après, cette valeur ajoutée, moi, je l'ai vu, alors ça fait un mois que j'ai rejoint les équipes, donc je n'ai pas 9 ans de rétro, mais je connaissais depuis 7 ans la solution. Et c'est vrai que même sur le SITL, il y a des exploitants qui sont passés qui m'ont dit votre solution, elle est super, moi, elle me fait gagner énormément de temps. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée. Au départ, c'était d'éliminer finalement les mails. Et on sait que dans le transport et dans les échanges, il y en a encore énormément. Oui, il y en a énormément, mais il y a aussi de l'autre côté des transporteurs, souvent des gros, qui ont pris le pas de la digitalisation, qui travaillent avec plein de clients et qui, eux aussi, ont regardé leur transformation en interne et que leur objectif, c'est que tout se centralise dans leur outil de gestion. Et d'ailleurs, et des éléments de facturation aussi, ça prend en compte toute la facturation. On a aussi tout un module, on s'intègre retail pair, transporteur, et on est capable tellement de taxer, d'aller faire du calcul de provision au cours de mois, lancer de la pré-fac, et même potentiellement faire du contrôle fac après. C'est des modules. Ça, c'est des modules sur lesquels on est venu bien sûr ajouter, parce que un chargeur, il peut avoir finalement N transporteurs par rapport à sa typologie de fret, donc il va peut-être expédier du colis jusqu'à un camion complet, donc c'est pas forcément les mêmes transporteurs, et il se retrouvait aujourd'hui avec X fichiers Excel, et pour travailler justement tous ces leviers techniques, en fait, quid de comment est-ce que j'arrive à digitaliser et uniformiser ma donnée pour derrière aller travailler des leviers techniques et me dire tiens, est-ce que j'envoie bien finalement la bonne expédition dans le bon réseau, parce qu'on sait quand ça part potentiellement dans les mauvais réseaux. D'ailleurs, c'est là où on arrive de qualité de service. Et puis cette réconciliation budget/activité avec des systèmes de préfacturation et j'imagine d'atterrissage et tout ça, ça a vachement de valeur. C'est preuve de livraison. Ouais. Okay. Merci. Il y a aussi une question. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau opérationnel, quand tous les jours, dans le mode de fonctionnement de l'appro, des calculs et des prédictions de complets,
En gros, c'est ce qu'on fait un peu dans le travaux de schéma directeur, cette logique de se dire finalement, est-ce qu'il vaut mieux prévoir des appros fréquents et avoir derrière des communes outils et comment est-ce que se prépare? Est-ce qu'il y a des cas d'utilisation de votre solution qui sont à une maille qui serait plus stratégique ou amont Aujourd'hui, on est vraiment pour la simulation? dans le cadre défini par le schéma directeur. Oui. Et on n'est pas le chef d'orchestre on va pas écrire la partition. On est plutôt un excellent musicien qui vient jouer ça de façon la plus parfaite possible. Alors, je voulais en accéléré en avance de panne. Dans un casque, avant d'être pour de vrai. On sait pas vraiment fait pour, il y a des solutions qui sont plus adaptées peut-être. On l'a fait partiellement parce qu'un des modules de la solution, c'est le plan d'approvisionnement, c'est donner une visibilité sur jusqu'à un petit peu plus d'un an à l'avance. Alors forcément, plus on regarde loin, plus la prévision est discutable, mais donner de la visibilité sur les fréquences et les volumes qui vont être commandés pour pouvoir partager ça avec cette profession. Donc on a déjà quelque part certains inputs qu'on est en capacité aujourd'hui d'utiliser pour apporter de la valeur, comme plutôt dans la relation avec le phone. Mais elle pourrait plutôt nourrir la réflexion interne sur le schéma directeur, l'activité entrepôt au final, puisqu'on donne le go aussi sur ce qui va être sortir pour rentrer. Donc il y a un certain nombre de sujets. Mais aujourd'hui, c'est moins cet aspect-là qu'on exploite. Et tu mettais en avant justement l'optimisme de fait que ça utilise de Tambou, c'est l'un de vos vecteurs d'attaque. Le temps de paramétrage, là, est un peu complexe. J'imagine que c'est long pour faire en sorte justement que les résultats soient exploitables, opérants. Ça, c'est mon premier bout de question. Ma deuxième, c'est comment est-ce que dans le temps, je fais attention à ce que mes paramètres soient toujours saillants? C'est un process continu qui se met en place. En fait, on va en parler un petit peu après. Je pense qu'on va parler la façon dont on conduit ce type de projet, parce que pour le coup, c'est très itératif. Ouais. Et au début, c'est même très déceptif, les premières semaines, avant que ça apporte de la valeur. Et donc, on donne des coups de clé au fur et à mesure. On travaille pour ça pas mal avec les influences pour aller chercher des indicateurs clés. Et puis, petit à petit, on les affine. Après, on n'est pas non plus une application comptable. On ne cherche pas à être précis à la troisième décimale du centime. On veut les grosses mailles et pas passer à côté d'un élément clé. Donc, savoir que réceptionner une palette, ça coûte 4 € alors qu'un colis coûte 1,50 €, ça nous intéresse parce que du coup, dans certains cas, on va favoriser des palettes plutôt que des colis. Par contre, ce serait 1,60 € plutôt qu'1,50 €, honnêtement, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, et pour la plupart des entreprises avec lesquelles on travaille, c'est la première fois même qu'ils vont chercher ces indicateurs et les mettre tout bout à bout. Ouais, mais tu vois, ça pourrait être intéressant de regarder, tu vois, dans le temps, sur un modèle un peu Pareto, quoi, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais tu vois, d'avoir un peu la visualisation de, OK, quels sont les inducteurs les plus importants dans mes orientations de distribution et de m'assurer que j'ai le bon niveau de finesse sur les inducteurs les plus importants, quoi. On démarre du coup grosse maille, vraiment les impondérables. Okay. Et puis petit à petit, une fois que le projet se lance, qu'il commence à avoir l'adhésion, etc., on affine aussi en fonction des retours et de la performance qu'on mesure. Bien sûr. Et là, on va chercher à descendre un petit peu plus bas. On travaille en ce moment avec un groupe dans tout ce qui est dans le bricolage du négoce, qui s'appelle le groupe SAMC. C'est 27 enseignes de bricolage. On a démarré avec des coûts de stockage qui étaient un chiffre unique, toute plateforme confondue. Cette année, on commence à affiner, chaque plateforme a son coût de stockage un peu différent, parce qu'il y en a qui sont mécanisés, il y en a qui ne sont pas. Forcément, les coûts ne sont pas les mêmes. Donc, on commence comme ça, petit à petit, à compter, à descendre. Après nos jeux aussi, d'aller mesurer un peu plus finement peut-être des choses qu'ils ne mesuraient pas, ou simplement d'aller chercher l'info, parce qu'il y a bien quelqu'un qui l'a mesuré quelque part. Mais au final, la personne qui prend la décision n'exploitait pas cette donnée. Donc, c'est mieux passer à appliquer la lumière. Chez Orange, ils ont découvert la différence entre le coût de réception, le palette, ils n'en avaient aucune idée au moment où ils passaient les commandes. Et pourtant, ça jouait pas mal sur leur activité. C'était pas l'épaisseur du trait. Je pense de poser des questions. Je vais en poser une dernière. Avant, c'est une question qui est à distance du coup de Ludovic Bondiès du groupe SEB,
qui demande sur le fait que vous aviez évoqué une solution adaptée aux pièces détachées et quels étaient les éléments différenciants ou les particularités prises en compte par Vecchia dans ce domaine versus d'autres marchandises. Dans le domaine de la pièce détachée, ce qui change le plus, c'est le profil de consommation. Alors après, ça dépend. Il y a la pièce détachée au sens, je suis un retailer, je vends des pièces détachées. Je suis Midas, j'ai mes ateliers et il me faut des cours de distribution. Et j'ai un outil de production, un entrepôt ou une usine, et j'ai un matériel, il faut que je le maintienne, et j'ai des techniciens qui sont là pour faire en sorte que ça ne s'arrête pas, et il me faut assurer de la pièce détachée. Dans ce second cas, on est sur des consommations qui sont ultra erratiques. On est plus, Premier cas. Oui. là, on est plus, tout dépend, parce que ça peut être aussi sur la chaîne. Donc, sur le premier cas, on est sur du retail. Dans les deux cas, de toute façon, les consommations elles sont quand même très, très erratiques, c'est-à-dire on a plus de zéro que vendre et consommer la pièce, au final, c'est un accident. D'avoir sur l'étagère, c'est la norme. Et au final, c'est beaucoup de stock qui prend de la valeur et de la poussière. Donc, le tout, c'est de tenir compte du coût de la rupture. Si jamais j'en ai besoin là maintenant et que je dois attendre 15 jours pour me faire approvisionner depuis un pays d'Est ou peu importe, combien ça va me coûter cet arrêt-là versus le coût d'investir dans ce stock. Et puis, en règle générale, il y a toujours, dans la pièce détachée, on aboutit généralement à je veux avoir le double de mon usine sur étagère. Parce que le coût de la rupture est tellement élevé par rapport au prix de la pièce. Et à un moment donné, il y a une réalité financière qui fait que l'on dit non, je n'ai pas le droit d'investir, je ne peux pas investir autant, même s'il y a une raison logique, mais je ne peux pas se le permettre. Et donc, à partir de là, on joue sur un terrain qui est beaucoup plus contraint. Et là, il faut prendre des vraies décisions, se dire, OK, est-ce que je prends ce moteur-là ou ce vérin-là sur l'étagère? Qu'est-ce qui est le plus intéressant à avoir? Et là, le fait de travailler vraiment sur cette logique de probabilité de consommation, d'impact lié à la rupture ou non, ça va nous permettre de faire des choix et de se dire si j'ai 1 euro de plus à investir dans mon stock, c'est sur cette pièce précise que je vais le prendre et pas sur une autre. Et on peut vraiment discriminer vraiment à l'unité près ce qu'on met. On a fait un certain nombre de. Pour le coup, sur la maintenance d'outils industriels, on n'a pas en production. On est plutôt sur la revente de pièces détachées. Mais les avant-ventes qu'on va mener, on mène des études en avant-vente. On a un outil qui s'appelle le BVA qui permet de rejouer le passé, de simuler sur une période de 6 mois à 1 an des décisions et de se dire, OK, économiquement, est-ce que c'était bon pari ou pas et de se comparer. Et on avait mené ça pour un retailer, pour le coup, qui a une vingtaine d'entrepôts de distribution. Et il y avait un gros impact sur le côté financier. Mais à la limite, c'est pas ça qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est que les techniciens, aujourd'hui, c'est une ressource extrêmement rare et pénurique. Et avoir un technicien qui passe 1 heure par jour à gérer son stock, c'est pas son métier, c'est pas acceptable. On veut qu'il soit à maintenir et pas à gérer l'administratif. Je compte la réponse parce que j'ai tendance à parler trop, mais j'espère que ça répond un tout petit peu. Là, voilà, on continue. J'en profite avec une question. J'ai une première question pour poursuivre un peu sur la présentation de vos solutions chacun et comprendre, alors très très parce que finalement on dit la même chose, mais comprendre l'avantage de vos solutions par rapport aux solutions existantes sur le marché. Est-ce que vous avez un cas d'usage concret à nous donner en lien avec l'aide à la décision? C'est le cas de notre soirée. Ouais, Tu penses? Allez, nos avantages, en fait, ce qu'on met en avant dans notre solution acquis, c'est à la fois la puissance et la simplicité. La puissance parce que dans le moteur, en fait, on fait du machine learning, deep learning, et ça nous permet d'avoir des forecasts opérationnels qui sont précis. Et la simplicité parce que on a une application qui ressemble plus à une application qu'on connaît sur mon téléphone portable qu'un WMS que nos clients ont l'habitude d'utiliser. Ok. Par rapport à un cas concret, je peux prendre un exemple d'un entrepôt de e-commerce qui est multi-marque, enfin qui travaille qui est multi-client, disons,
Donc, il y a une cinquantaine de clients qui sont des DNVB, donc des marques de fashion, cosmétiques, qui vendent en ligne. Et donc, très compliqué pour lui de savoir à quelle sauce l'équipe va être mangée demain, parce que chacune de ces marques répond à des logiques commerciales différentes et à des saisonnalités différentes. Ils ne savent pas s'ils vont avoir à traiter des petits colis, des gros colis, des commandes avec beaucoup d'articles, au contraire. Voilà. Et donc, nous, nos forecasts opérationnels, ils leur permettent d'avoir un niveau une visibilité sur ce qui va arriver le lendemain ou la semaine qui arrive. Et donc, ça leur permet plusieurs choses. Bon, d'abord, cet exercice de forecast, ils le faisaient manuellement, donc maintenant, ils le font en quelques clics avec Aki. Gain de temps. Et puis, on arrête de se prendre la tête avec, parce que les forecasts sont plus sur Excel. Enfin, c'est une année. Et eux, en l'occurrence, pas trop d'intérim, mais ils avaient des heures supplémentaires qui explosaient lors des pics de charge, en particulier donc, pendant Black Friday ou bien les événements commerciaux qu'on connaît sur Internet. Et donc, ils ont réduit drastiquement leurs heures supplémentaires. Et bon, voilà. Mais sur les avantages, moi, je vais rappeler par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est par rapport à la solution, c'est à partir du moment où on dit on vient éliminer des fichiers Excel, du téléphone, du mail, avec une solution qui doit collaborer, il fallait qu'elle soit simple d'utilisation, rapide à mettre en place, et à la fois qui permette de répondre quand même je dirais, aux sujets qu'on va adresser, aux problématiques qu'on gère dans le transport, c'est-à-dire les sujets potentiellement de booking, les sujets de suivi, les sujets concernant les litiges, le point sur la facturation jusqu'aux indicateurs. Donc, on peut se dire, finalement, j'ai eu une solution complète, mais je crois que l'idée vraiment de départ, c'était de dire, je casse les codes et je viens apporter de la valeur rapidement. Et je peux donner un exemple. Moi, en 20 ans, ça m'est jamais arrivé. J'ai rencontré quelqu'un beaucoup de monde sur la SITL, mais en tout cas un lead que j'ai traité personnellement. J'avais rendez-vous la semaine d'après par téléphone, parce que vraiment toute la vente se fait aujourd'hui par téléphone. C'est la façon, parce que justement c'est simple. Premier call de qualif, un deuxième meeting organisé avec son responsable logistique. On a signé dans la foulée et c'est déjà opérationnel. Donc voilà, c'est pour dire qu'au final, on arrive à finalement sur la partie, là ça concernait une solution d'offre, donc c'est vraiment la prise de rendez-vous en entrepôt. Donc ça veut vraiment dire qu'au final, on arrive à désengager des entrées avec des solutions rapides où on a aujourd'hui un peu plus entre 80 000 et 100 000 je dirais, utilisateurs dans la communauté. Donc il faut que quand on vient prendre un rendez-vous, qu'on ait un système de prise de rendez-vous qui soit hyper simple et sur lequel qu'on prenne un rendez-vous, qu'on soit en réception ou en expé, que le système soit compris finalement dans tout le monde entier, parce qu'aujourd'hui on a des clients qui nous utilisent dans le monde entier, avec en quelques clics, donc très rapidement. Vous avez des liens avec des bourses de frais digitalisées comme non? Non, on n'a pas de. Je ne dire pas encore, mais non, c'est pas. De liens informatiques, j'entends. Hein. De liens. Non, mais je crois comprendre, et même dans les échanges là, après quelques semaines, on nous pose souvent la question. Donc potentiellement, ça veut dire que nos clients, qui sont des chargeurs, qui utilisent notre TMS, ont déjà en fait leur transporteur référencé auquel ils peuvent adresser, qu'on soit sur, je ne l'ai pas dit, mais de la route, de l'aérien, du maritime, du rail. Donc le TMS, il est valable sur tous les modes de transport en fait, qui existent. Ouais, parce que l'un des enjeux d'optimisation, au-delà de ce que je peux faire intrinsèquement à ma société, c'est comment est-ce que j'arrive à mettre des personnes inter-sociétés pour un espèce de bénéfice global, quoi. C'est là où ça peut être intéressant. Après, c'est un peu, mais... Ouais. Autre sujet, on fait parfois le constat, nous en mission chez différents clients avec lesquels vous travaillez, de l'existence de solutions chez eux qui sont performantes, qui sont puissantes, mais qui finalement sont utilisées à 10, 15, 20%. Et là-dessus, il y a
deux explications possibles en général. Le premier axe, c'est finalement une phase projet, une phase d'implémentation qui a été peut-être court-circuitée, ou en tout cas, on n'a pas réussi à embarquer suffisamment les équipes sur les différentes fonctionnalités de l'outil. Et le deuxième axe que l'on peut avoir en tête, c'est la partie évolutivité dans le temps, maintenabilité de l'outil, dont faisait référence Patrick tout à l'heure. D'après vous, quels sont les éléments qui demain permettraient de faire évoluer ce constat et qui justement permettraient d'éviter le fait de on achète un super outil et finalement on l'utilise très peu. Dans ta question, tu as parlé des outils sollicités, utilisés à 10 ou 15%. Nous, alors c'est peut-être parce qu'on est une jeune boîte, mais en fait, on se concentre sur ces 10%-là. Et les autres n'existent pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a voilà. En fait, on a un périmètre fonctionnel qui est très limité, mais qui va à l'essentiel et qui permet à notre technologie de s'exprimer. C'est peut-être plus dire comme ça, mais en tout cas aux données de parler en fait. Voilà. Donc la réponse, ce serait un périmètre fonctionnel restreint, je dirais. Qui permet justement de ne pas avoir cet effet de dégager le maximum de valeur, de montrer rapidement du ROI et la facilitation dans le travail de vous changer. Sur les, je vais rejoindre un peu Léopold dans la réponse. C'est vrai que voilà, on est sur des solutions, on va dire simples. Donc c'est vrai que après, ce qui peut se passer, je pense que dans le cadre de déploiement, quand on est sur des déploiements avec plusieurs filiales dans différents pays, nous l'enjeu c'est que, et on le voit en fonction des clients qu'on a, on a des clients qui arrivent à déployer ultra facilement, ultra rapidement, et chez d'autres peut-être un peu moins facilement. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est sur des produits SaaS et qu'on a accès à la donnée et qu'on voit tout de suite en fait le taux d'utilisation. Et comme c'est des produits standards, en fait c'est un produit standard et unique pour tous les clients. C'est-à-dire qu'on a la capacité aussi de monitorer au final l'utilisation et de voir quelque part par rapport à ce qu'on a sur la promesse finalement. Pour nous, c'est hyper important de dire en fait voilà la promesse qu'on nous fait, elle va vous apporter de la valeur et il faut qu'elle soit maintenue dans le temps. Parce qu'en fait, on est aussi sur des business models sans engagement. Donc, c'est-à-dire que nos clients, du jour au lendemain, on a plus de 500 clients, peuvent nous dire, en fait, je mets fin le mois prochain, j'arrête. Donc, la promesse, elle doit être forte, la valeur ajoutée aussi. Et quelque part, voilà, à nous aussi, nous assurer qu'au final, l'utilisation, elle est bien conforme à, au final, ce qu'on avait vendu au départ. C'est-à-dire que vous monitorez les clics sur votre site, un peu comme on fait sur des sites internet pour voir où est-ce que le client abandonne son panier. Alors, vous savez, non, mais ça peut être intéressant. Vous savez quel onglet là dans l'ensemble de la. Autant côté Léopold, je vois bien le texte hyper ciblé, autant de votre côté, on a bien vu la map, vous voyez, qui est un peu plus large quand même. Et donc de dire qui va sur quelle fonctionnalité et qu'est-ce qui est vraiment utilisé. En fait, on pourrait, mais aujourd'hui, on le traite. En fait, simplement à partir par exemple sur le TMS, c'est le nombre d'OT, nombre d'heures de transport qu'on enregistre finalement dans l'organisation. Et en fait, via les indicateurs, en fait, on peut faire parler aujourd'hui énormément les indicateurs et je vais en parler après, mais c'est vrai que sans spoiler la suite, mais en fait, nous, on n'a pas dit ça aujourd'hui dans la solution. Peut-être on est oui, mais je l'utilise beaucoup, mais c'est pas bien. Enfin, entre guillemets, d'une certaine manière, où est-ce que j'utilise tout, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Effectivement, il y a c'est un vrai point, c'est de se dire au final aujourd'hui, voilà, comment est-ce qu'on avance avec les clients existants et comment on s'assure qu'ils bénéficient, en fait, et qu'ils ont connaissance aussi, parce que c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'on signe un client avec un besoin, et puis finalement, ce client-là, il va gagner des marchés, il a peut-être d'autres sujets qui arrivent quelques années après. Et là, c'est vraiment pour moi clé dans finalement la relation client quand on est éditeur de logiciel et de s'assurer qu'au final, on est toujours finalement en adéquation avec les besoins et les besoins en fait de leurs clients. Donc, quand on parle de transport, en fait, c'est le client final qui drive les sujets. Et votre modèle de déploiement, d'ailleurs, alors, il est comment vous mettez à disposition tout le stack de solutions ou est-ce que vous ouvrez module par module en fonction du besoin? Alors, on peut effectivement ouvrir module par module. D'accord.
Et sans travailler, la question est pour tous les trois, sans travailler de quoi que ce soit d'un point de vue commercial, vous, votre mode de rémunération, il est comment? Il est basé sur quoi? Il est basé, vous, sur les OT, vous, sur l'utilisation? Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, en l'occurrence, pour Shopify, on a un prix par mois, un forfait en fonction d'un nombre d'OT sur la partie TMS. Et sur la partie entrepôt, c'est un prix par mois également en fonction du nombre de sites qu'un client souhaite onboarder. D'accord. Nous, c'est un abonnement mensuel aussi par entrepôt. Et c'est vrai que ça dépend de deux choses, des flux qu'on va mapper. Ouais. Plus on traite de flux, plus on a d'algo à entraîner. Et également des variables, les datasets sur lesquels nos algorithmes vont s'entraîner. Okay. En fait, on parle d'une baseline, un premier niveau de précision. Ouais. Et si on veut les enrichir, alors on est capable d'interroger d'autres sources de données, et ça, on le facture aussi. Et toi? Et nous, on est sur également un abonnement, on est sur une solution SaaS, sur l'abonnement annuel, mensuel. La clé de dimensionnement, la clé du coût, c'était le périmètre qui nous est confié. C'est le périmètre, pas le nombre d'utilisateurs? Non, le couple article aussi. C'est nos limites, enfin, moins de 1000 utilisateurs, mais c'est pas du tout un élément qui est inclus sur le prix. Ce qui est inclus sur le prix, c'était en fait, le compute qu'on va mettre, c'est combien d'articles sites sur lesquels on va calculer des prévisions, faire des scénarios, évaluer quelles sont les options et trouver la façon de commander le plus optimum. Donc, évidemment, c'est dégressif. Pas très cher quand on est très gros, ça coûte plus cher quand on est petit. C'est un des enjeux dont on aura peut-être à la fin d'ailleurs. Qui peut accéder à quoi, qui peut s'offrir parfois la techno, c'est un peu de temps. Et je pense que beaucoup d'ignorer en l'avoir, mais pas forcément sûr. Merci. C'est vrai. J'espère estimer, donc je pense. Tout le monde est Pour moi, si les gens utilisent à 10-15%, ça peut être. Enfin, il y a plusieurs sources, mais un problème de confiance dans l'outil, d'incompréhension. Je suis face à une boîte noire, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, pour autant, encore une fois, on reste sur les incentives, mais on juge sur la qualité de mon travail. Donc, je ne peux pas suivre régulièrement ce que je ne comprends pas. Donc, par rapport à ça, on a beaucoup de travail, nous, en amont, dans faire ce projet, justement. Et on vient ensemble. Alors, si on s'appuie sur l'IA, ça reste parce qu'on veut aussi une certaine complexité pour ajouter de la valeur qu'on n'aurait pas autrement. Donc, ça ne sera jamais une boîte blanche, transparente, etc. Mais on essaye de démystifier le fonctionnement avec des exemples très concrets. On déroule le fil avec eux sur pourquoi est-ce que le système préconise ça, etc. Ils comprennent la logique derrière. Ils arrivent à un moment en disant ouais, c'est cool. Comment c'est ce qu'on espère. Et ensuite, on fait ça avec les key users et eux-mêmes ont le rôle de faire de prêcher la bonne parole. La seconde raison après sur laquelle il n'y a pas d'adhésion, c'est en général parce qu'il y a des cas qui ne sont pas pris en compte. Il y a des réalités terrain qui ne rentrent pas dans. Ils ont des ronds et nous on a prévu des carrés, ça ne rentre pas, ils sont bien obligés de tirer le rond. Et donc il est welcome Excel. Et puis c'est généralement comme ça que ça se produit. Donc nous ce qu'on monitore, c'est beaucoup le taux de modification qu'on a sur les propositions qui sont faites dans le système. Parce que ça peut être. C'est souvent aussi l'image quand c'est récurrent d'un comportement qui est. Sur lesquels on n'est pas bon et sur lesquels il faut qu'on améliore, des contraintes qu'on désappe, qu'on ignore. Et donc, du coup, on trace tous ces éléments-là et puis régulièrement, on fait des points avec les utilisateurs pour dire qu'il y a beaucoup de modifications sur le périmètre de l'Intel, sur tel fournisseur, sur telle famille de produits. Qu'est-ce qui se passe? Et en tirant le fil, comme ça, on vient identifier les axes sur lesquels on peut, du coup, réinjecter dans la machine, on fait évoluer les règles pour que. Parce que la promesse, c'est que ce soit le plus automatisé possible. Sinon, si c'est pour qu'ils aient Excel à côté d'une solution qui coûte ton prix, c'est un peu dommage. Donc, et si j'ai encore 2 minutes, tout à l'heure, on parlait du côté projet. Et comme tu sais, je ne peux pas dire, mais chez nous, on a un petit peu comme chez Léopold. Dans la façon dont on met un projet IA, du moins chez les cas, en règle générale, il y a vraiment des attentes très, très diverses par rapport à un projet IA. Il y a des gens qui vont s'imaginer que parce que c'est un tag IA, qui est souvent très marketing d'ailleurs, et ben forcément, ça va être magique et tout sera juste.
Et puis il y en a qui, au contraire, vont être très réfractaires et vont, voilà, mais peut-être pour la même raison d'ailleurs, vont tout faire pour pas que ça marche, parce que sinon ça va prendre leur job, ils ont peur pour eux. Enfin, il y a plein de craintes aussi liées à ça, au fait de remplacement de l'humain, qui est la réalité. Hein, on automatise des choses. On aime bien dire que ça laisse le temps aux gens de faire d'autres choses. Pour certaines entreprises, ça veut dire aussi qu'on libère une partie des effectifs. Et donc, la première fois où on branche les solutions, on met les données, on entraîne le moteur, on donne des années d'historique, donc on ne part pas de zéro. Le moteur, il apprend des choses, il détecte des comportements, et les propositions qui sortent, franchement, c'est criant qu'elles sont nulles, quoi. Et directement, on a une grosse déception de ceux qui attendaient la boîte magique qui fait tout bien. Et on a un gros ras, je vous l'avais dit, de tous ceux qui ont peur de ce projet. Et donc, c'est important, en tout cas, nous, dans la façon dont on aborde le sujet, parce qu'en fait, c'est itératif. On va travailler ensuite avec eux sur les règles. C'est faux, d'accord. Pourquoi c'est faux? Pourquoi tu aurais pris une autre décision avec des telles contraintes en plus? Ok, parce que ça, on vous n'avez pas communiqué là. C'est compliqué, hein, une décision systémique, il faut tenir compte de tout. Donc, on ne peut pas y arriver du premier coup. Et on n'y arrivera sans doute jamais à fond. Et donc, on travaille avec eux pour venir modifier ces règles de fonctionnement, intégrer ça dans les machines, pour que ce soit mieux. Puis là, dire, oui, c'est mieux. Puis, mais par contre, c'est ce cas-là. Puis après, il y a ce cas-là. On tire comme ça, petit à petit, le nombre de retours vient petit à petit se réduire. Et du coup, pour accompagner ça, au début, on se prenait un peu les pieds parce qu'on embrassait trop large, on avait tous les utilisateurs, et énormément de gens dessus, et on n'arrivait pas à gérer le flux d'informations, de retours qu'ils nous donnaient. Donc maintenant, on démarre vraiment sur un tout petit périmètre. L'objectif, c'est, il nous confie un périmètre, on définit avec le client qu'on a le droit de se planter. Et l'utilisateur a le droit de se planter, il ne sera pas jugé sur ses approvisionnements sur ce périmètre-là. Et on se met live dessus. Et on passe les commandes, et on dit ça va pas, et on corrige, etc. L'utilisateur a toujours possibilité de reprendre la main comme système. Hein. Il ne va pas non plus commander 1 milliard d'euros de trombone si on s'est trompé dans une valeur ou autre. Mais on va démarrer sur un petit périmètre, on va itérer très très vite avec lui pour que ce soit bon, et quand c'est bon, on va augmenter un petit peu, et ainsi de suite. Donc on évite ce gros effet déceptif ou de crainte par rapport à tous les utilisateurs. On démarre petit, si on se plante, ça reste dans ce petit écosystème qui est préparé pour, on a annoncé la couleur du démarrage, et ensuite seulement on grandit, et quand le système, grosso modo, avoisine la performance actuelle de l'entreprise, là on passe en vrai. Et on continue nos itérations, mais on élargit beaucoup plus largement. Et ce qui est déterminant à ce moment-là, c'est le ROI de ta solution ou bien la capacité aux équipes de changer leur méthode. Plutôt le côté process métier, le fait qu'il se crée en un outil qui soit OK pour faire le projet. L'aspect ROI, selon si on est sur l'approvisionnement de plateforme, c'est pas l'approvisionnement de QLSD ou autre, il y aura quelques mois avant qu'on puisse juger des premiers gains et des premières valeurs. Donc, en général, on est à l'aveugle au départ sur cette partie-là. On a démontré par l'outil de simulation qu'on a à côté le fait que c'était bon au départ, on n'en montrait pas de blanche, je ne pensais pas n'importe quoi. Mais ce sera plus le côté je prends un outil et après la confiance que les utilisateurs donnent à l'outil. Okay. Ouais, donc pour convertir votre vente, vous passez quand même par une phase de POC / simulation sur base d'un jeu d'historique. Ouais, c'est ça. Sur un tu as dit que le moment du rollout, c'est le moment où je vais récupérer la performance que j'avais précédemment. Il n'y en a pas beaucoup qui vont sauter. Quoi, Donc c'est bien que quelque part, tu leur as montré que ça va aller un peu plus loin en termes de performance. Oui. C'est la différence aussi avec j'installe un outil de compta ou j'installe Excel, je démarre Excel, j'ai mes cellules, je fais 1+1, ça marche direct, c'est instantané. Le côté IA, on parle de data science, science, ça veut dire qu'il y a un côté exploratoire. On va itérer, on va tester, il y aura des erreurs, c'est pas toujours bon. Ce qui compte, c'est que ce soit meilleur par des cas. Mais il y a des endroits où c'est moins bon, et sur chacune des décisions, si tu as un vrai expert, il va prendre une décision aussi bien, voire meilleure que la machine. Simplement, on n'a pas le temps de mettre un vrai expert derrière chaque décision. Donc, tu as déjà fait une mise en place sur un petit catcheur dans un domaine particulier. Si après tu implémentes la solution chez un autre, tu as quand même des modalités qui sont accélérées, du moins. Oui.
on capitalise quand même de la connaissance qu'on a acquis auprès de plein d'acteurs. On ne part pas des feuilles blanches. On arrive en un modèle qui tient compte déjà, on est déjà sollicité sur tout un tas de comportements qu'on connaît ailleurs. Donc, c'était plus fin dans les demandes que tu as pour te enrichir avec les données du nouvel acteur, la machine. Mais après, chaque contexte va être quand même différent, quoi, parce que même si on est dans le retail alimentaire, ben, Aldi, c'est pas Carrefour, quoi. Il y en a un, il fait de la marge, lui, il est de son stock, l'autre, il donne très peu. Enfin, les contextes et la stratégie du client, elle est très différente. Et au final, le logiciel est paramétré pour dérouler la stratégie de ce client-là. Donc, si ça convient à l'un, ça conviendra peut-être pas à l'autre. Ou peut-être ce sera pile poil le bon. Et d'ailleurs, sur cette spécificité aussi d'un outil d'IA que l'on peut entraîner en continu, on retrouve aussi l'aspect de, justement, par rapport à nos fameuses solutions qui sont utilisées plus à 10-15% chez nos clients, il y a aussi un cas où l'outil était très pertinent à un moment donné, le business a évolué, les produits de commande ont changé, etc., etc. Et finalement, on se retrouve avec quelque chose qui devient un peu caduc au fil de l'eau. Ça, c'est vrai qu'avec un modèle qui s'entraîne en continu, on perd un peu cet effet-là aussi, actuellement. En l'occurrence, l'IA a d'autant plus de pertinence lorsqu'il y a de la volatilité. Plus directement. C'est-à-dire que si le profil de commande, si le nombre d'articles par commande évolue du jour au lendemain. Ouais, moi, c'est plus sur le long terme. Je m'installe un outil à un moment donné. Dans 6 ans, je me rends pas compte justement que mes paramètres ont un petit peu changé, sans que ce soit drastique. Et j'utilise pour autant le même outil qui est peut-être un petit peu moins pertinent qu'il était à l'époque. Est-ce que l'IA permet de combler ce déficit ou pas? Et pour moi, c'est précisément là où elle est. Ouais, ok. Complètement, mais sur des éléments qui en plus de la tendance, effectivement, on va apprendre, le système va apprendre et suivre et accompagner ça. Et si en plus on modélise bien la certitude, on en tient compte dans les décisions, du coup il va voir que bah, tiens, c'était toujours 1, d'un coup ça va varier un peu, j'ai plus d'incertitude et en tenir compte dans les décisions qu'il va prendre. Donc ça, c'est toute la valeur que j'ai. Après, si c'est du Big Bang, là, il n'y a pas de menace. Mais par contre, là où il y a un problème, on peut. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut, on peut créer de la data. Généralement, c'est ce qu'on fait. Hein. Là, on a ouvert un entrepôt ex nihilo avec un client. Il y avait 0 historique. Forcément, donc on a reconstitué sur la base de ce qu'on sait des autres entrepôts. On a reconstitué un historique et ça permet de démarrer un peu plus robuste. Mais on a parfois des clés qui sont un peu plus simples qu'avec les systèmes plus classiques dans la façon de nourrir le système pour qu'il ait un grosso modo le comportement qu'on souhaite avoir. On parlait tout à l'heure d'acceptabilité et tu parlais de la confiance des utilisateurs parce que justement se pose la question de il y a un outil qui me dit quoi faire. Moi, en tant qu'opérateur qui est fait mon métier depuis 20 ans, j'ai peut-être pas envie que le truc aille à l'inverse de mon intuition, donc j'ai peut-être pas envie d'écouter. Ça, comment est-ce que vos solutions ou vos méthodes permettent de prendre cet élément-là en compte? Paul, tu parlais tout à l'heure tu positionnes la solution comme un interlocuteur supplémentaire dans la balance, c'est bien ça? Parce qu'en fait, nous, on est parti avant, pour un lancé il y a 3 ans, et avant même de faire la pure prospection téléphonique, en fait, on faisait des découvertes. On a essayé de capter c'était quoi les problèmes de futurs clients. Et on est assez rapidement arrivé sur le sujet de la firme Capa. Et en fait, moi, quand j'ai appelé les responsables d'exploitation, directeurs de site, etc., ils me disaient souvent, c'était marrant parce que c'était souvent les mêmes termes qui revenaient. C'était on navigue à vue, on estime à la louche, et ou au doigt mouillé. Alors, je souris parce que c'est pour notre question. Et donc, j'ai pas mal parlé d'Excel tout à l'heure, mais en fait, avant même Excel, il y a cette réalité-là. Donc, la louche, le mouillé, etc. Et donc, en fait, Alki, c'est, donc tout à l'heure, je disais une nouvelle personne dans la pièce. Donc, en fait, l'une de nos promesses, c'est de dire, plutôt que de le faire à la louche, fais-le avec Alki. En fait, parce qu'Alki, lui, il connaît une réalité qui est basée sur la donnée. Donc, on ne prétend pas détenir la vérité, mais on pense sincèrement qu'Alki a des choses intéressantes à dire. Juste écoute-le. C'est pour ça que c'est une solution de plan de capacité assistée par l'IA.
Donc, pour rebondir sur ta question, on ne prétend pas le remplacer, mais juste lui apporter une aide. Et en fait, c'est beaucoup plus confortable pour un responsable d'exploitation de prendre une décision importante comme recruter 5 ou 10 intérimaires pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ils disent que c'est la faute d'Alki. T'aimes bien les contre-exemples, donc et parfois, ils écoutent Alki et ils ont mal utilisé l'outil et après, ils disent au boss ah, mais en fait, c'est Alki, c'est pas moi. Donc, ouais, on a vu une nouvelle personne dans la pièce et c'est intéressant de voir comment elle interagit avec les manager. Repose-nous les questions. Je vais probablement pas tous la même manière. Le sujet, c'est, on en a parlé pendant la question précédente, je pense. Hein. Comment est-ce que, toi, dans ta projet, comment est-ce que tu embarques tes utilisateurs? Donc, si je me trompe pas, tu as parlé d'embarquer les key users, tu as ensuite embarqué les users. Oui, ça c'est le côté pour leur. Pour se mettre un petit peu le message. Là, c'était juste une question de conduite de changement. Honnêtement, c'est un peu plus gros. On a fait des grandes salles avec tout le monde et puis on a le temps de le faire. Après, si c'est on a aussi. On forme aussi bien parfois une petite équipe de 15-20 approvisionneurs en centrale, c'est facile de les avoir. Parfois, le chef d'approvisionnement, c'est les chefs de rayon en magasin, parmi 300 magasins qui ne se déplacent pas. Sinon, ils ne font pas d'avance. Donc là, c'est compliqué à accompagner. Ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de jamais se positionner en battle. Ah, tu as fait ça, la machine, elle fait ça, tu vois, c'est mieux. Mais plutôt être en. Enfin, ce qu'on veut, c'est que la machine soit un assistant quotidien et que l'utilisateur ait le sentiment que ça lui fait vraiment gagner des choses. Et donc, qu'ils grandissent, enfin, que quelque part, grandissent entre guillemets, hein, c'est des gens qui sont experts dans le métier, très, très humbles sur le sujet, mais qui s'ouvrent à se dire tiens, c'est vrai que j'avais jamais pensé à utiliser telle notion ou telle notion et c'est pas bête. Ou alors souvent, ils sont juste super contents de se dire bah, enfin, j'étais obligé de passer sur Excel parce qu'il générait pas le fait que j'avais un barème volumique et que si j'achète une palette de plus, j'ai moins 10%. Il est obligé systématiquement de repasser à côté de la commande, de retoucher, là, c'est nativement. C'est les petites choses qui font qu'ils sont contents. Et après, on a, sur chacune des propositions, on s'est vraiment posé la question comment faire en sorte de présenter simplement pourquoi le système, pourquoi cette décision. On aurait pensé explication. Ouais. Pourquoi est-ce que j'avais la zone. Ouais. Et pour le coup, je dis pas qu'on est arrivé au bout du truc, hein, il y a encore plein de choses qu'on aimerait faire. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, on arrive à avoir de la satisfaction et à gagner la confiance des utilisateurs par une simple infographie où on projette dans le temps l'évolution du stock. Pas juste la prévision de la demande, mais vraiment comment mon stock va évoluer, à l'instant T, j'en descends, voilà comment ça va décroître. Sauf qu'on fait ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur nos prévisions, on fait de la prévision probabiliste, donc on n'a pas qu'une prévision dans une centaine. Donc on a un faisceau de prévisions, certains très probables, d'autres moins probables. Et donc on matérialise tous ces futurs possibles, comment le stock va évoluer dans le temps, et du coup, on a essayé de leur dire, bah, on a 10% de chance d'être scruté dans 3 jours, et tu as des chances aussi d'en avoir encore sur 6 mois, 6 mois sur les bandes. Mais cette information-là, le fait de le voir visuellement, ça leur permet de comprendre pourquoi le système a une palette, et plus, parce qu'on affiche en dessous toutes les contraintes qui devaient être respectées. Les éléments de stratégie d'entreprise, des contraintes liées aux conditions d'achat, les prix, tous les éléments sont présentés. Et on a cette évolution, et du coup, ils se disent, OK, ça fait sens, ça ne me mène pas hors sol par rapport à mon stock, et oui, ça me protège correctement par rapport à la culture. Et on essaye, là, il nous reste encore un petit peu de chemin à faire, c'est bien marquer quels sont les événements dont le système a tenu compte, et pour qu'ils puissent, eux, à l'inverse, dire, OK, le système n'a pas connaissance de tel. Parce que c'est souvent ça aussi la difficulté, c'est quand on a un système un peu compliqué, on dit, bah, il a toutes les données, il a calculé. Ok, très bien, mais est-ce que cette donnée-là que j'ai saisie hier, il en a tenu compte ou pas? Je sais pas, il y a une promo, ou je suis à Bayonne, je vends des vêtements, et ben, il y a une période, je vais vendre du blanc et du rouge. Et ben, est-ce qu'il le sait, le système, ou pas? Et donc, le fait d'avoir cet élément de représentation, dans la phase de découverte, vraiment des premières semaines où ils utilisent, ils vont beaucoup. Et après, ils vont vraiment très, très ponctuellement, quand on leur pointe une alerte, justement en disant bah, attention, là on a besoin de soi. C'est un autre élément de gain de confiance, c'est que le système, il dit aussi là, je sais pas. C'est un peu collaboratif en fait. Ouais. Après, c'est un dialogue entre l'opérateur et le modèle.
ça lui permet d'aller chercher le pourquoi, de comprendre pourquoi le système a proposé, il peut toujours prendre la main, mais aussi par un biais d'exception, d'alerte, on lève des notifications où on demande en fait à l'humain de relire la copie. Parce que le système, il dit, là, j'ai une incertitude énorme, il y a du risque. En gros, je ne sais pas. Contre une incertitude, de ce que je découvre, ce serait ça le bon pari, mais c'est du pile ou face, donc relis-le. Et quand un système est en capacité comme ça de dire là je sais pas, c'est assez. Enfin, moi personnellement, ça me met en confiance un peu plus en confiance à bon escient, mais ça me met un peu plus en confiance parce que je ne crois pas à la machine qui sait tout. Et quand elle me dit qu'elle ne sait pas, je me dis ok, ça va très bien. Donc, a priori, le reste, je peux faire un peu plus confiance. Et là, ouais, sur la partie confiance, moi, rapidement, où c'est comme c'est finalement simple, bah, ça simplifie leur quotidien. En fait, c'est surtout là, avec la solution, enfin les solutions, elles ont vraiment été créées pour également donner des alertes visuelles. Donc, quand quelqu'un se connecte sur un TMS, il voit tout de suite s'il est sur un périmètre international, visuellement, il va voir si bah, j'ai des problèmes sur tel ou tel type de transport via des codes couleurs. Je vais savoir également sur la partie doc, prise de rendez-vous. J'ouvre mon planning, je vois exactement où j'en suis dans ma journée. Et quand on fait nos démos, on utilise même des environnements prod de nos clients, sur lesquels on a l'autorisation. Et en fait, ça nous permet de montrer finalement la puissance du système, où en 3 clics, on arrive finalement avec des photos qui ont été prises par un réceptionnaire bah, dans le véhicule avec un liquide qui a potentiellement été identifié, des documents qui ont été rajoutés. Et donc, c'est vrai que la confiance, c'est la simplicité dans l'utilisation, mais aussi de leur donner finalement via une représentation assez simple et des codes couleurs, finalement des alertes où ils savent voilà, que potentiellement il y a peut-être une action à mener ou de l'information à communiquer. On misait vraiment sur le fait de convaincre par les résultats. Et exactement. Ouais. Je tente une dernière question. Attends. Et du coup, je vais te redonner la main si ça va, comme ça on répartit un peu le temps pour eux. Le contexte actuel fait émerger différents enjeux, pour de nombreux enjeux d'ailleurs. Alors, enfin, on peut en citer plusieurs, hein, mais il y en a autour de la gestion de la data, il y a tout ce qui est problématiques environnementales, on a les problématiques d'acceptabilité dont on a parlé, d'accompagnement au changement, tout ce qui va être réglementation qui peut aussi évoluer, l'avenir de la supply chain, est-ce que demain les attentes du client seront les mêmes, etc. Est-ce que chacun, vous avez peut-être un enjeu qui vous tient à cœur dont vous voulez nous parler? Je peux du coup démarrer. En fait, le fait d'être finalement sur ce segment-là au sein de la supply, le segment transport, où il y a un enjeu par rapport à ceux que tu as cités, c'est clairement l'enjeu environnemental, qui, autant il y a 20 ans, dans les organisations, c'était souvent, je dirais, le dernier, c'était pourquoi pas, mais les déclencheurs, c'est plutôt économie, qualité de service, et puis l'environnement. Là, aujourd'hui, on voit quand même un vrai changement dans les organisations, et c'est aussi pour cette raison, dans la solution et dans le TMS, on a intégré un calculateur de CO2 pour permettre à nos clients, notamment, de venir mesurer, avoir une première mesure et voir aussi finalement comment évolue dans le temps cette mesure par rapport à des décisions stratégiques qu'ils peuvent prendre, notamment d'organisation de leur plan de transport, et venir finalement essayer de réduire au maximum ces sujets-là. Le fait d'accélérer finalement aussi les échanges, ça permet, je pense, in fine, à des acteurs, aux transporteurs, de récupérer du fret qui va peut-être avoir une forte compatibilité avec leur périmètre. Et donc, qui dit fret dit camion aujourd'hui mieux rempli. Et c'est quand même un des enjeux. On a cité tout à l'heure le sujet de la mutualisation. Ça reste un sujet clé dans le transport où on a encore c'est le principe même du transporteur. Mais quand on parle de mutualisation, je dirais, voilà, entre les différents chargeurs, c'est encore il y a plein de projets, mais c'est souvent compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, je dirais que par rapport à tous ces sujets environnementaux, le fait déjà de mettre à disposition, ça permet de mesurer, je crois que c'est important, de calculer dans le temps, mais aussi d'aller au maximum, voilà, aider les prises de décision dans cette logique de se dire, voilà, les organisations de transport ont un rôle clé dans les choix stratégiques qu'ils font, notamment par rapport à l'empreinte carbone. Vas-y, Joanne, je t'en prie. Il y avait plus qu'un qui m'intéressait, donc je vais en parler quand même. Et du coup, je vais prendre l'environnemental aussi, mais
on adore tous, enfin, on est tous, j'en sais rien, on est tous d'ailleurs, hyper connectés au LLM, etc. On les utilise de plus en plus au quotidien, en tout cas, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Beaucoup ont fait leur petit starter pack, etc. Et on a entendu tous les tollés que ça a donné, que ça a mis aussi, enfin, les questions que ça pose par rapport à l'usage des ressources. On se retrouve soudainement à consommer des mini stations nucléaires de production d'électricité pour faire tourner des LLM, ça commence à être un petit peu inquiétant. Enfin, inquiétant. Ça pose des questions. Et tout l'usage de l'IA qu'on a aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne sera pas forcément en capacité de. Enfin, on ne peut pas utiliser, consommer ça comme si c'était rien, comme si c'était gratuit. Déjà parce que c'est pas gratuit. Pour le coup, du côté éditeur, on paye, on refacture, mais on le paye. Mais aussi en termes de ressources, etc. Les ressources sont limitées, et puis sans doute qu'avec le temps, ces ressources étant limitées, l'envie d'exploiter ces ressources étant de plus en plus générale, les coûts vont sans doute s'envoler. Donc, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur l'aspect frugalité en fait, de décision. Ce qui peut paraître antinomique, hein, parce que là, on est plutôt sur des solutions un peu, pas beaucoup, je pense, mais en tout cas qui tabassent pas mal en termes de compute. Et moi, l'un des sujets, enfin, dans le domaine, juste pour donner un peu les perspectives, mais il y a des travaux récents qui ont été publiés qui montraient que, par exemple, sur un modèle de prévision, on peut atteindre le même niveau de performance, mais au lieu d'entraîner chaque semaine, on l'entraîne une fois par mois. On va dégrader d'un pouillème la performance. Donc c'est vrai, en termes d'optimisation, c'est moins bien. En termes d'accuracy, si c'est la métrique qui est cherchée à tout prix par le client, il ne vaudra jamais là. Mais dans la réalité, on ne dégrade pas grand-chose, on dégrade presque rien des décisions, et on réduit très très fortement le coût que ça représente, ou le besoin en data scientist, ou ce genre de choses. Et nous, on travaille plus particulièrement en ce moment sur l'aspect désirabilité, d'aller chercher des algorithmes plus avancés. Il faut savoir que quand on améliore une prévision, on passe d'un modèle naïf, demain je vendrai la même chose qu'hier, à un modèle qui utilise du machine learning. Dans les contextes où on a donné les études, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais dans ces contextes-là, 80% des décisions n'étaient absolument pas changées. En fait, il y avait 13% des décisions qui étaient améliorées, 7% des décisions qui étaient dégradées. Donc c'est moins bien. Et dans 80% du temps, on est comme avant. Ça veut dire qu'au final, tout cet effort qu'on met à améliorer l'accuracy, c'est utile, mais c'est utile sur une frange de notre catalogue, de notre portefeuille. Et donc, on travaille en ce moment à essayer de cibler, à identifier comment. Enfin, ce serait génial si je pouvais avoir la même performance en utilisant que 17% de ce que j'ai investi. Là, j'ai un gain énorme. Je peux utiliser des modèles super simples la plupart du temps. Et ce jour-là, parce que je suis dans ce contexte-là, je vais sortir l'artillerie d'eau. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça prédit aussi pas mal de choses. Et ça fait partie des travaux qu'on a en ce moment, qu'on va présenter en juin prochain. Et ça fait partie des domaines qui me donnent pas mal et qui me font faire un petit peu espoir, parce que sinon, en tant qu'humain, ça me fait peur. En tant que VK, je me dis c'est très bien, il faut l'utiliser, mais en tant qu'humain, je me dis il ne faut pas me faire attention à ce que et pas l'utiliser à mauvaise escient. Enfin, bref, il faut peser le pour et le contre. Nous, parmi nos enjeux, il y a la gestion du changement. Donc, si j'aurais un message à faire passer, en particulier à vous chez Findle, c'est de nous aider à convaincre les décideurs qu'ils fassent preuve de plus d'audace, mais aussi de pragmatisme avec la technologie. D'audace parce que il faut savoir prendre des risques au bon moment pour pas prendre de retard, parce qu'on a pris le train trop tard. Et de pragmatisme parce que c'est important de mettre rapidement ces technologies dans les mains de ceux qui les utilisent pour vraiment dégager la valeur rapidement. Voilà. Vaste projet, mais donc le message est passé. Message. Super, je pense qu'on va s'arrêter là en termes de questions, sauf s'il y en a dans l'assemblée ou à distance. En tout cas, encore un grand merci d'être venu jusqu'ici et d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était vraiment super intéressant. On poursuit les discussions autour d'un cocktail. Moi, il y a une question que j'ai pas eu le temps de poser, mais donc je vous encourage à les poser autour d'un verre concernant leur prochain défi sur chacune de leurs solutions. Voilà, si vous voulez nous en parler un peu plus longuement. Et je remercie aussi les gens qui étaient à distance et qui, du coup, je pense, vont nous quitter. Mais merci beaucoup.
À bientôt et bonne soirée à vous. Merci. Ferme-toi. Bonne soirée.